pas complètement développé. J'avais écrit Thomas et le Voyageur, mais après j'ai reprécisé les choses et ça ne figure pas dans ce film. Par exemple, la définition à proprement parler du jardin planétaire n'y figure pas. Alors que c'est juste la planète prise pour jardin et les citoyens planétaires, les passagers de la Terre, considérés comme les jardiniers, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, par exemple. Ça n'apparaît pas dans ce film-là. Le fait aussi qu'on soit dans l'eau, c'est évoqué, mais ce n'est pas complètement dit. Et aujourd'hui, pour préciser, je dirais par exemple que l'eau qu'on boit a été bue, digérée, évaporée un certain nombre de fois. Et quand on saisit ça, on est complètement étonné. Et voilà, cette eau, elle part, elle s'en va dans les nuages, elle circule autour de la planète et elle a peut-être été donc rejetée par une plante ou un animal et à l'autre bout, justement. Ce qui montre bien à quel point nous sommes rendus solidaires par le fait même que nous dépendons de ça. C'est vraiment la question du partage. Pour le coup, là, la pluie, elle tombe sur la tête des riches et des pauvres de la même façon. Ça nous met en état d'égalité, qu'on le veuille ou non. C'est biologique. Donc c'est peut-être ça qui n'apparaît pas là. Bon. Mais en dehors de ça, il a choisi 3 exemples, Jean-Pierre Larcher. On aurait pu, sur les questions, par exemple, la diversité culturelle, parler du jardin du musée du Quai Branly, mais il n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'il faudrait refaire un film avec des thèmes qui sont complémentaires et qui abordent quand même le même sujet, ce sujet du jardin planétaire. La charte de Vassivière, elle a été faite, je ne me souviens plus maintenant, c'est 2004, 2002, ah oui, bon. Et ce qui est très important, qui n'apparaît pas là, dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que c'est à cet endroit-là que la notion de tiers-paysage est née. Mais j'ai fait ici un exposé, je me souviens, dans cette bibliothèque-là, sur le sujet même de la charte, mais aussi du tiers-paysage, qui est quelque chose de très important. Enfin, je n'avais pas mesuré l'importance de ça au moment où je l'ai fait, mais c'était une demande du Centre d'art, c'était l'analyse du paysage autour du lac, et c'était le doigt pointé sur la diversité et les lieux de refuge à cette diversité. Et partout là où finalement il y a une déprise. Donc c'est vraiment une notion qui touchait des paysages très différents les uns des autres et que j'ai rassemblé sous ce terme de tiers-paysage, mais alors que d'un point de vue plastique, ces lieux de refuge sont vraiment variables. C'est ce qui a donné lieu au manifeste du tiers-paysage qui tu ne dois pas avoir, là, si tu l'as. Ah bon, parce qu'il n'est pas réédité, mais ça c'est la réédition gratuite oui, Tiers Paysagistes Presse, qui sont des étudiants de Versailles et d'autres, et qui sont dans le Massif central d'ailleurs. Et alors ce texte, il est en copyleft maintenant sur mon site pour les étudiants, parce que l'éditeur avait un peu abandonné la publication. Or, c'est un texte qui est sollicité, enfin qui est important, qui même fait un peu comme un outil de gestion aujourd'hui. Voilà, puis il est traduit dans plusieurs langues. Donc là, il y a eu quelque chose de beaucoup plus important, je dirais, que La Prairie fleurie, qui est très, très bien, dont je ne suis pas forcément l'auteur d'ailleurs à Vassivière, parce que ça a été évoqué. Non, j'ai suggéré un plan d'aménagement et avec Coloco, nous avions étudié plusieurs possibilités, plusieurs jardins, parce qu'une douzaine, on appelait ça des jardins, c'était en fait des lieux sur lesquels on intervenait discrètement sur la couronne, l'épaisseur du lac. Et il y avait le principal jardin qui est l'île de Vassivière. Et là, il y avait en effet la possibilité de faire une prairie fleurie, mais pas selon le modèle des vendeurs de prairies toutes faites, quoi. C'était pas du tout ça. Oui, bon. Puis il y avait un sentier périphérique, il y avait un certain nombre de choses. Voilà. Donc, moi, ce qui me frappe aussi dans le film, c'est aussi la portée politique de l'idée des jardins planétaires. Et on le voit encore. Enfin voilà, ça, je trouve, c'est toujours, hélas, peut-être d'actualité. Voilà. Là, on sent bien que la pression écologique, et en tout cas la pensée écologique, progresse petit à petit, pas à pas.
mais que l'urgence est toujours là et que le discours que tu tiens est éminemment, oui, politique. Enfin, c'est Mais moi, je ne m'attendais pas à notamment dans la notion de tenir un frontière. Oui, oui, oui. Notamment. Mais il est politique et je n'avais pas prévu, là, comme je n'avais pas prévu non plus de me faire maçon pour faire une maison, comme je disais, bon, je n'avais pas prévu du tout d'engager un discours politique dans une profession qui est celle de jardinier, paysagiste. Bon, mais en fait, c'est pas possible. Déjà, quand on rentre dans l'espace public, on rentre forcément dans la question politique, mais quand en plus on aborde l'écologie, on ne peut pas ne pas être dans la dimension politique. C'est impossible. Et à partir de ce moment-là, on se construit, c'était mon cas, une sorte de modèle d'action, de possibilité d'agir qui fait que nos gestes ont un sens par rapport à ce qu'on imagine comme étant le moins destructeur, le plus possible en protection pour un territoire du futur. Et ça, c'est pas du tout ce que nos gouvernants font. Certains le voudraient, ne le peuvent pas, parce qu'ils se trouvent opposés à eux une puissance très considérable qui est la puissance de la finance et des grands lobbies, de ceux qui dirigent. Il n'y a plus de projet politique, en fait. Nous n'avons plus d'écriture de projet politique. Nous n'avons plus personne qui nous dit voilà comment on peut penser la chose et la mettre en action. Ceux qui ont essayé de le faire se sont trouvés immédiatement contrecarrés. Et ça date de l'époque où cette impossibilité, je dirais, date de cette époque où on a fusionné une économie réelle à une économie du jeu, l'économie virtuelle de la finance, qui n'a que ça comme objectif, jouer, gagner et faire payer les dettes à ceux qui, pas à ceux qui jouent, mais aux autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comme ils sont très contents de ça, ils continuent. Ils sont très puissants surtout. Donc aujourd'hui, je pense que ça devient extrêmement... C'est la première des mesures serait de séparer cette économie réelle dans son fonctionnement de cette économie du jeu. Le moindre centime qu'on met sur son compte aujourd'hui, il s'en va dans le jeu, puisqu'on a fusionné depuis ces années-là le dépôt et la finance. C'est complètement une folie, c'est une folie mais totale. Donc on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions-là. On le fait quand même, et parce qu'on n'a pas le courage de passer à l'action. Et je pense qu'il y a des jeux, des vies en jeu. Je pense que si ça ne se fait pas, c'est parce que c'est dangereux. Bon, Oui, donc, on ne va pas dramatiser, mais exagérément, mais enfin, je crois vraiment qu'il y a des choses, oui. C'est la prise de risque que tu Oui, défends. Enfin, voilà. Oui, je défends la prise de risque. Oui, aujourd'hui, pour écrire un projet politique, il ne faut pas avoir peur de mourir. Oui. Et alors, il y avait une autre notion aussi que je trouvais intéressante, qui rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, c'est la nature dans tout ça. Tu le rappelles dans le film, c'est de se dire presque, c'est quoi la nature aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire encore quelque chose ? On sent bien que dans une société de plus en plus urbaine, voilà, avec quand même des fortes pressions, l'idée de nature, l'envie de nature est extrêmement présente. On le voit notamment chez un certain nombre de néo-ruraux dont je fais partie, qui projettent souvent leur idée de la nature, leur propre vision de la nature sur la campagne, en disant « on est bien dans la nature ». Là où c'est en face d'eux, il y a un paysage totalement construit par l'homme. Et donc, est-ce que cette nature réinventée ou l'idée du jardin, elle est bien là, c'est de dire à un moment donné, on réinvente un bout de la nature, enfin, il me semble. Donc, est-ce que ça, c'est possible et comment, à un moment donné, on va réussir à concilier que 80% de la population vive sur 20% du territoire? Qu'est-ce que deviennent les 80% du territoire restant? Est-ce que ça devient justement un grand jardin pour cette population? Non, mais je ne vois pas les choses comme ça. La nature, c'est un mot qui est inventé, alors ça c'est Stengers qui le dit, par les Grecs, pour tenter une analyse objective de cette chose que nous appelons nous l'environnement par exemple, et pouvoir l'analyser, quoi. C'est la soustraire au monde de la superstition, des dieux, du panthéon grec de l'époque. Et donc c'est une création de l'esprit.
Mais nous sommes bien des animaux. Mammifères, bon, qu'on appelle l'homme, d'accord, mais enfin, nous faisons partie de cette nature. C'est que la mise à distance qui a commencé à cette époque en voulant analyser ce qui n'est pas nous, en créant le mot nature, nous en a éloignés progressivement. Et plus on a mis des instruments entre nous et cette nature pour approfondir la connaissance de cette nature, et plus nous nous sommes distanciés d'elle, jusqu'à ce que l'écologie nous oblige à nous y remettre. Puisque nous sommes tellement dépendants de cette nature, comme tous les autres êtres, que nous ne pouvons pas nous considérer en dehors. Donc de toutes les façons, nous continuons à vouloir la mettre en dehors n'a plus aucun sens depuis le siècle dernier. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas intégré du tout ce que signifie l'écosystème, la relation entre les êtres, la dépendance des uns aux autres constamment, le fait que nous nageons dans le même bain, la finitude spatiale, toutes ces choses fondamentales, on les ignorerait. C'est pas possible. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Et la nature, elle est aussi bien en ville qu'ailleurs, et elle est même dans la campagne, bien sûr. Sauf que la campagne, c'est un lieu anthropisé, comme la ville. La ville s'est construite, la campagne aussi. C'est donc un jardin. Le jardin, c'est une intervention de l'homme. C'est pas le tiers-paysage. Le tiers-paysage, c'est justement la déprise, c'est là où on n'intervient pas. Mais le jardin, c'est quelque chose qui suppose une intervention, mais c'est particulier. Alors, je redéfinis tout. Paysage, c'est ce qui se trouve sous l'étendue de notre regard, pour ceux qui ne voient pas sous l'étendue de tous les autres sens. Donc, c'est un sujet parfaitement, c'est subjectif, c'est quelque chose de sensible, c'est lié aux cultures, c'est lié aux individus, ce que chacun nous le ressentons différemment, et ça je le vois bien avec les étudiants quand on leur demande un exercice, tout le monde est devant le même paysage, tout le monde le restitue différemment. Ça c'est le paysage. Alors en plus si on met des différences culturelles dans cette lecture, c'est terriblement intéressant, hein, mais c'est alors les écarts sont énormes. Environnement, c'est la lecture objective. C'est au fond ce que tentaient de faire les Grecs avec le mot nature. C'est-à-dire, et là, on va analyser dans le monde entier de la même façon les décibels, le pH de l'eau, je ne sais pas trop quoi. Ça, il y a tout un langage, je dirais, une espèce d'espéranto scientifique partagé. Bon. Jardin, rien à voir. Jardin, c'est un rêve. Jardin, c'est une utopie. C'est ce qu'on estime comme étant le plus beau, le plus important, le plus intéressant. Et on veut mettre là le meilleur et s'y installer avec et se mettre en état d'harmonie, de sérénité. Mais qu'est-ce qu'on estime comme étant le meilleur? Et ça, c'est pour ça que stylistiquement, les jardins changent tellement en écriture. C'est que l'idée du meilleur change. Elle change avec le temps. On n'a plus la même idée aujourd'hui de celle qu'on avait au temps de George Sand, notre voisine, au temps de le nôtre, ce qui est évoqué ici, etc. C'est pas du tout la même chose. Donc, qu'est-ce que c'est notre meilleur? Voilà. Et là, pour le coup, on rentre dans l'artifice. Le jardin, c'est ça. Mais enfin, ce qu'on écrit dans cet espace d'artifice, de construction, qui est le jardin, il est très, très important. On ne fait pas un jardin. On fait pas un jardin pour écrire. C'est pas un décor, encore une fois. C'est quelque chose qui porte une idée, l'idée qu'on a du meilleur de notre temps, que nous devons valoriser et probablement protéger. Alors moi, je dis, c'est peut-être la vie, la vie et c'est donc la diversité, parce que c'est elle qui est menacée, parce que l'écologie nous apprend tout ça. Comment est-ce qu'il y a un dessin approprié pour protéger la vie? Ça se complique. Parce que nous sommes paysagistes, parce qu'on nous demande de dessiner. Faut-il dessiner? Alors aujourd'hui, il y a des paysagistes qui prennent le terrain, je pense aux colocos et d'autres, et qui font des jardins avec la population environnante, etc., font des choses, des interventions. Et je trouve que ça continue de pouvoir s'appeler jardin, parce que ça correspond à l'idée que je viens d'exprimer, sauf que les formes sont tout à fait imprévisibles. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense que ce sera le plus simple. Alors, juste une remarque. Lumière. Juste une remarque pour que les gens qui sont en haut puissent entendre les questions. Il est important de parler dans le micro. Ah oui, c'est pas bon. Moi, je dirais qu'il faudrait mettre la lumière parce que nous, on l'a dans l'œil, mais on vous voit pas. Pas bien.
toujours la première question. Bon, d'accord. Pas de question. Ben alors, bon, ben alors, je continue alors, hein, puisque c'est ça. Ah, si. Pardon, une seconde. Vos liens avec les architectes, justement, parce que la question, je trouve, avec l'urbanisation et tout ça que vous avez posé, je la trouvais intéressante et du coup, je me dis, voilà, vous avez répondu d'une autre façon, mais quels sont vos liens avec l'architecture ou avec les architectes ? Alors depuis toujours, les liens sont des compléments. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en affrontement comme ça peut arriver parfois, par le fait que moi je parle beaucoup de la question du vivant à travers le monde végétal, quelquefois un peu plus, le monde animal quand c'est possible, et les architectes sont dans d'un autre discours et un rapport à l'espace, à la fonction, à la forme, un certain nombre de choses comme ça. Et donc ça se passe plutôt bien, dans le sens où nous dialoguons en complément l'un de l'autre. C'était très intéressant avec Patrick Berger, d'ailleurs, sur le parc André Citroën. Puis avec d'autres. Aujourd'hui, je travaille avec Philippe Madec, avec des gens qui sont aussi très, très motivés par les questions de la construction écologique, ou, enfin, si ce terme-là peut exister. Mais c'est ou Patrick Bouchin, oui, des gens comme ça. Et donc j'ai plutôt un bon rapport et j'ai vu qu'il existait parfois des affrontements. Moi j'ai des affrontements sur d'autres plans avec d'autres architectes, sur d'autres notions, je pourrais vous en parler si vous voulez, mais sur un plan plus général, lorsque les paysagistes entament un discours sur la question strictement formelle et fonctionnelle, ils se heurtent aux propos qui sont sur la même dimension qui est tenue par les architectes. Au fond, ils argumentent sur l'architecture de l'espace, ils peuvent se trouver en tension avec ceux qui ont aussi une vision sur l'architecture de l'espace, ce qu'on comprend très très bien. Or, dans un espace, quel qu'il soit, ceux qui travaillent dessus, ce sont généralement donc les architectes, les urbanistes, parfois des sociologues, parfois des géographes, parfois des gens comme ça, des artistes, et aussi bien sûr les paysagistes. Et ce que l'on attend du paysagiste, à mon sens, c'est qu'il apporte quelque chose à partir du monde végétal, même si c'est pas il ne travaille pas qu'avec ça du tout. Un paysage, on peut le faire avec du... Voilà, il y en a un ici, il n'y a pas de plantes. Hein. Enfin, nous sommes des êtres vivants, d'accord, mais il n'y a pas de plantes. Et alors, c'est un paysage quand même. Mais enfin, on attend ça dans l'espace public, on attend qu'il y ait une réponse sur ce... Et pouvoir argumenter là-dessus, et finalement... très très important, et j'ai la chance moi d'avoir une formation, j'ai eu de très bons profs, hein, j'ai une formation d'ingénieur horticole avant d'être paysagiste, et j'ai eu une formation en botanique par exemple qui n'existe plus. C'est très rare de la retrouver, peut-être quelques BTS et encore c'est pas sûr long aujourd'hui, qui intègrent ensuite les écoles de paysage. Donc il y a une carence, elle n'est pas que française, elle est européenne et un peu partout, une carence sur la connaissance du monde vivant. Donc le rapport, pour répondre à votre question, les architectes, il est plutôt bon. Mais là où il va plus, en ce qui me concerne, c'est quand il y a des blocages sur des questions historiques. Et qu'on dit non, ça c'est l'histoire qui dit que ça doit être comme ça. Mais qu'est-ce que c'est le bon temps de l'histoire? Est-ce qu'il y en a un? Un jardin, il a été écrit avec plusieurs temps historiques. Le château de Courson, que je connais parce que c'est un lieu où il y a eu les premières journées des plantes, il a un projet aujourd'hui qui date de l'époque romantique. Il y avait un dessin classique avant. On connaît, on a tous les plans. Qu'est-ce que l'architecte des monuments historiques va dire? Non, non, ça ne va pas du tout, ça, il faut faire le dessin d'avant. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? En quoi est-on contemporain? Voyez, même sur un espace historiquement chargé. J'ai eu la chance d'avoir un bon dialogue sur les jardins de Blois, devant le château, avec les architectes de monuments historiques de l'époque. Mais dans d'autres cas, ça a été ça s'est mal passé. Quand, à La Roche-Guyon, je ne vais pas les citer, hein, les noms, mais la personne concernée me dit non, 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 il n'y a que la forme qui compte, le contenu n'a pas d'importance, parce que c'est ce qu'on doit voir des fenêtres du château. Moi, les bras m'en tombent, je suis parti de la réunion, c'est pas possible, je ne peux pas entendre ça. Et voilà, bon.
Oui, moi, je voulais parler d'un sujet éminemment politique, en fait. C'est le fait d'habiter nos jardins et d'une forme d'habitat, justement, réversible, qui cause quelques problèmes, et, particulièrement en Haute-Vienne. On a le cas des yourtes de Bussière-Boffy, qui vient dans les hautes sphères juridictionnelles. C'est en débat à l'Assemblée. Cette vision d'un habitat réversible, en harmonie avec le jardin, cette relation différente à la terre, enfin, vraiment en harmonie. Alors là, il faut pouvoir tenir, parce que c'est un argument, c'est un sujet qui est extrêmement important. Je l'aborde un peu dans la leçon inaugurale au Collège de France. Nous ne pouvons plus guère imaginer, compte tenu de la finitude spatiale, de nous étendre, manger dans le garde-manger, étendre la ville avec des architectures qui sont extrêmement violentes sur les terres fertiles, faire énormément de bêtises de ce genre est difficilement réversible. On ne peut pas. Donc on doit probablement inventer une autre façon de vivre. Et lorsqu'on a la chance de pouvoir concevoir quelque chose qui est souple et recyclable, il faut vraiment le faire. Il faudrait qu'on puisse, à tout moment, aujourd'hui, imaginer que le chandail, on le recycle, que la table, on la recycle. Ça a des limites. Parce que, par exemple, la ville recyclable, admettons qu'on la recycle sur elle-même, on prend les matériaux, on en fait autre chose. Est-ce qu'on accepte d'enlever Notre-Dame et la Tour Eiffel C'est-à-dire, à quel moment efface-t-on la mémoire, décide-t-on de l'effacer? Quelles sont les traces que nous voulons garder? Mais cela dit, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas du tout envie de garder. Bon. Et puis, il y a aussi la nécessité du recyclage absolu, tout simplement, pour des raisons de finitude, de fourniture. Mais une yourte, mais c'est génial. Mais c'est juste génial. Il faut absolument argumenter sur ça, sur la souplesse de cette question-là. Et ceux qui ont inventé le fait qu'on n'ait pas le droit d'habiter là, c'est ceux qui détestent l'idée d'une autonomie d'action et d'esprit. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument que tout le monde soit dans la même règle, avec les mêmes températures, avec la même pensée. C'est monstrueux. Il faut tenir. Mais je vous aiderai si vous voulez. Est-ce que je peux poser une question? Je suis là en haut à gauche. Vous êtes confronté avec le film ce soir, vous contre vous-même. Je ne sais pas si vous avez vu le film récemment. Comment vous avez changé depuis le film? Est-ce que vous sentez plus militant, plus calme, plus sage? Comment vous avez changé en regardant vous-même ce soir? Ben moi, j'aime pas me voir, alors c'est problématique, mais je crois que je suis pas seul dans ce cas. C'est assez difficile, en fait. Moi, ce que je trouve, c'est que Jean-Pierre Larcher, que j'estime beaucoup, hein, qui a fait un bon travail, il a un peu dramatisé quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu pesant dans le film que moi, je trouve pas forcément justifié. Et donc, il y a des moments où je me vois pas exactement comme ça, quoi. J'ai aussi envie de rigoler, hein. C'est pas le jardin planétaire, c'est pas forcément un truc pour pleurer, quoi, ou pour se trouver, parce que la musique est terrible, hein. Mais bon, moi je suis pas responsable de ça, et puis j'apprécie ça. Alors du coup, je me vois dans un truc qui est pas forcément mon univers en définitive. Alors j'ai du mal à juger. J'ai sûrement évolué, et ça c'est forcé. J'ai pas changé d'idée fondamentalement. Je sais pas quoi dire de plus là-dessus, parce que je n'ai rien à... Non, s'il y a quelque chose quand même qui n'est pas dit, ou qui est mal dit, ou que j'ai mal dit moi, c'est Darwin et Lamarck. Parce que, en plus, je conclus en disant que si on s'attache à Darwin, c'est parce que le monde est dominé par la civilisation anglo-saxonne. Je pense que là, ça mériterait un développé, quoi. On ne peut pas s'en tenir à ça. Donc, en plus, aujourd'hui, le monde scientifique est véritablement
n'oppose même plus ces deux systèmes de l'évolution parce qu'il les intègre. L'une par l'écriture génétique telle qu'on la connaît mieux aujourd'hui, et l'autre par l'épigénétique qui s'en va plus dans le sens du transformisme. Mais on ne parle plus de ces deux êtres-là, ou très peu, sauf à travers les émissions de France Inter, parce qu'on est sur les épaules de Darwin ou quelque chose comme ça. Mais finalement, on a évolué, quoi. Et ce que, par contre, je continuerai à dire, oui, c'est qu'on a une langue, un espéranto aujourd'hui qui est effectivement l'anglais et qui fait qu'on privilégiera forcément toutes les publications en anglais. Donc il y a une chance pour que peut-être des prises de position, mais les scientifiques sont beaucoup plus ouverts que ça. Donc ce qui est dit, ce que je dis dans ce film-là, je le dirai peut-être plus aujourd'hui. Voilà. À ce propos-là, je veux dire. Dans les autres propos, non, je n'ai pas changé de... Oui, je voulais vous demander, le travail que vous faites et la pensée que vous exprimez, comment elle se partage au niveau international avec peut-être d'autres collègues paysagistes, et comment est-ce que cette voix s'exprime? On entend assez peu la pensée politique de l'écologie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est inégale, voire absente, voire peu construite, voire infantile par moments. Dans les débats sur l'écologie, le changement climatique, on entend plein de gens. On entend assez peu l'expression de gens comme vous, et même, je dirais, au-delà de vous, mais c'est peut-être mon ignorance personnelle. Est-ce que vous vous rencontrez, j'allais dire, comment vous en parlez, comment se mène ce combat politique et comment faire émerger plus fortement cette parole-là qui est quand même, qu'on entend pas souvent au-delà de vous et surtout concentrée par plusieurs. Voilà. Oui, il n'y a pas beaucoup de paysagistes qui travaillent sur ce terrain. Finalement, celui auquel je pense, auquel vous me faites penser, c'est Thoreau, c'est Walden, c'est la cabane. Gilles Tiberghien qui est venu chez moi, il a dit, mais oui, c'est une cabane. Voilà. Et donc, j'ai un rapprochement, du coup, avec quelqu'un que je connaîtrai donc jamais, puisqu'il a disparu, sauf à travers ses textes. Je ne sais pas comment vous dire, parce que je rencontre assez peu les gens qui sont exactement dans ma profession, sauf à l'école, dans certaines écoles et dans certains colloques. Et on n'échange pas forcément sur des questions qui sont des questions d'écologie et de politique. Pas forcément. Là, je suis allé faire une conférence à New York pour le jardin botanique, au Yale Club. C'était dans Manhattan, mais après, je suis allé visiter le jardin, qui est très intéressant d'ailleurs. Et le retour que j'ai eu, c'est que ils avaient jamais entendu quelque chose comme ça. Alors j'ai dit, c'est quoi ça? Et on m'a dit, en fait, ce que j'ai compris, parce que je peux me tromper, mais ce que j'ai compris, c'est que ceux qui viennent faire des exposés, donc des paysagistes, et qui viennent justement un peu du monde entier, sont des gens qui disent comment ils font. C'est qu'ils abordent les questions techniques, l'esthétique, pourquoi c'est comme ça esthétiquement, et c'est plutôt comment ils font. Mais en fait, ils ne disent pas pourquoi ils font, pourquoi ils ont choisi, c'est-à-dire le sens. Moi, je commence par ça, en général. Alors évidemment, ça donne à la limite l'illustration du propos que je donne, c'est quelques images, et il n'y a même pas forcément de plan. Alors qu'un paysagiste, si j'ai bien compris, quand il fait son exposé, il montre beaucoup de plans, beaucoup de dessins, et c'est comment, mais pas pourquoi. Alors, de ce fait-là, moi, comme je rentre dans le pourquoi, quel est le sens de nos gestes quotidiens, je n'ai pas envie de faire un truc qui ne sert à rien. Je trouve que c'est idiot, parce qu'on dépense d'une énergie inutile, qu'il vaut mieux rien faire. D'ailleurs, je trouve que dans notre profession, je le dis parfois, mais je le pense vraiment, ne rien faire est utile à tous. Parce que si vous faites rien, c'est des arbres qui poussent au bout du compte, ça fait une forêt. Donc c'est de l'oxygène pour tout le monde, ça. Ça marche. Mais en même temps, c'est assez compliqué. Dans le système de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage, quelle qu'elle soit, une collectivité par exemple, elle demande un résultat.
Parce qu'elle a elle-même aussi des images, enfin voilà, de ce que doit être un espace public et la qualité qu'elle veut lui donner. Non, mais bien entendu, mais on a dans notre métier la phase de conception, puis on a la partie la plus ardue, enfin, elle est aussi très passionnante, qui est le dossier technique, le dossier de consultation des entreprises, puis on a la réalisation. Bon, moi aujourd'hui je délègue tout ce qui est le dossier technique avec une supervision. C'est pas parce que ça m'ennuie, c'est parce que c'est très chargé, c'est très lourd. Mais c'est lourd, hein, un dossier technique, c'est ce qui demande le plus de temps. C'est ce qui. Bon, et donc c'est d'autres gens qui prennent les honoraires pour ça. C'est pas moi. Mais aborder un projet en ne parlant que de sa construction, c'est-à-dire ne pas avoir chanté la partie qui est celle de l'idée, de la conception, ça me paraît complètement étrange. Je sais que le maître d'ouvrage, il adore les chiffres au bout. Il lui faut d'abord combien ça coûte. Effectivement, pour savoir combien ça coûte, on est bien obligé d'avoir fait le dossier technique. Sinon, on peut pas. On a une idée trop approximative et ça n'irait pas. Mais quand même, l'idée prime, à mon sens, quoi. Souvent, en plus, les temps d'études sont relativement courts. Enfin, ça dépend après de la taille des projets, mais c'est vrai que ça réduit d'autant plus la phase de conception. Oui, mais je le vois aussi avec les étudiants, la phase de conception, elle peut être extrêmement rapide. Quelquefois, c'est fulgurant, quoi. C'est juste une idée, et en général, la première est la bonne. On n'ose pas la mettre en œuvre parce qu'on se dit non, c'est idiot, c'est fou, j'y arriverai pas. Puis en fait, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il faut rêver, en somme. Je voudrais juste revenir un petit peu sur le rôle de la maîtrise d'ouvrage. Je me sens un petit peu concerné, forcément. Et on a, j'allais dire, une ouverture, une sensibilité à cultiver. Il n'y a pas que l'aspect financier de la maîtrise d'ouvrage, ou alors on est dans la stupidité. Ça ne peut pas marcher. Et ce qu'on doit développer à travers non seulement l'environnement, le paysage, ce qu'on doit développer, notre responsabilité, elle est pour des êtres humains. Et donc, si on est responsable pour des êtres humains, il faut aussi penser ce qui n'a pas encore été pensé, y compris l'habitat non ordinaire, y compris les cabanes, y compris Taureau, y compris tous ceux qui nous ont précédés et qui ont apporté énormément de choses originales, certes, peut-être un petit peu farfelues, peut-être un petit peu trop d'imagination, mais la créativité, elle est là. Et si on fait cette impasse, on ne fera jamais de bonnes œuvres et on ne pourra pas, quelle que soit la qualité de nos partenaires en maîtrise d'œuvre ou en paysage ou en ingénierie, on n'y arrivera jamais. Il faut une ouverture, une volonté, une réceptivité, une écoute. Or, on est, je crois, dans une civilisation de l'oreille cassée. Bon, mais ça n'appelle pas de commentaire. Oui, bonsoir. Moi, je pense, Gilles, que tu n'as pas répondu à Fabre. Parce que sa question, finalement, c'est quelque chose comme un point aveugle. C'est, bon, à l'heure actuelle, la politique, l'organisation, la pensée politique et l'organisation de la prémodernité, elle n'existe pas. Elle nous imprègne, là, sûrement. Elle t'imprègne dans cette discussion qu'on a ce soir. Mais tu parlais qu'on était partie prenante de la nature. Et cette dichotomie entre... disons, le sujet et l'objet, elle est encore plus forte peut-être dans la politique que dans la science. Et disons que... Alors, tu as posé dans l'alternative ambiante cette question, mais ça reste un texte. Et finalement... bon, on n'a pas, disons, un mouvement, quel qu'il soit, qui aujourd'hui est en train de poindre dans cette,
disons, dans cette configuration-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si je parle clairement. L'alternative ambiante est un texte qui est paru dans les carnets du paysage et qui va faire l'objet d'une publication par Sens et Tonka, d'ailleurs, qui veut le faire à part, avec la traduction anglaise. C'est un texte qui est vraiment... Il est très politique parce qu'il était dans le numéro réservé à écologie. Ça s'appelait Écologie à l'œuvre, avec écologie au pluriel, dans les carnets du paysage. Et il a failli pas passer, parce que le comité de lecture était un peu gêné, justement, par le fait qu'il était très politique, mais je ne voyais pas bien comment faire autrement. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un texte que ça fait 4 ou 5 ans, ça, qu'on me demande, et qui va donc être republié. Ce qui est dit, évoqué là-dedans, à travers d'ailleurs un certain nombre de dessins, et qui correspond plutôt à l'alternative ambiante, c'est une série d'initiatives qui sont peut-être microscopiques à l'échelle de la grande gouvernance planétaire, qui n'en est pas une, mais qui est plutôt une espèce de manière de gérer le monde sous couvert politique, mais seulement à travers la finance. Et ça n'est pas forcément une alternative puissante face à ça, mais c'est une série de micro-initiatives qui sont dispersées sur le territoire. Moi, je m'en suis rendu compte à force d'aller voir des gens qui m'invitaient à parler. Mais je ne suis pas le seul à m'en être rendu compte et à avoir constaté que ça avait, au-delà du nombre, une vraie signification. Ça n'est juste pas comptabilisé dans les chiffres. On n'en parle pas dans les calculs. Ça ne rentre dans aucune analyse. C'est une erreur, parce qu'il y a une vraie économie parallèle. Quand on instruit un système qui a une production, une distribution locale, quelle que soit sa dimension, on rentre dans quelque chose qui échappe à une gouvernance généralisée que Jérémy Rifkin appelle une sorte de pensée centrale et plutôt verticale. Et lui parle de ce qui est naissant comme étant une économie horizontale et qui est faite de cette multiplicité d'actions plutôt intelligentes, parce qu'elle résolve des tas de problèmes, y compris de société et d'économie localement. Alors, moi je parle d'atomisation, lui il parle autrement, puis c'est un vrai économiste, moi je ne suis pas du tout. Mais ça correspond à une analyse, à un constat, pas forcément une analyse, mais un constat. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est une réalité. C'est pas juste un texte et juste un rêve. C'est une réalité. Est-ce que cette réalité va prendre suffisamment d'importance? Moi, je le souhaiterais, pour que finalement on en arrive d'une façon assez douce à un vrai changement, ou est-ce qu'on va à la révolution? Ça, je ne peux pas le dire. Mais il est certain que si on continue aveuglément le système qui est là, on s'en va vers la violence. Non, moi, je me pose la question tous les jours, c'est vrai. Et je me dis que de toute façon, si alternative il y a, elle nous appartient à tous, en tout cas à tous ceux qui en prennent conscience, et qu'on n'a pas reculé. Dès qu'on le sent, il faut y aller. C'est tout ce qu'on peut mettre en place, c'est toujours ça de gagner. Parce que de toute façon, même si tout doit cramer, bon, ça fera toujours des bonnes graines. Hein. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'était exactement ça. Et c'est ce que je dis aux étudiants. Vous avez la conscience de ces choses-là. Si vous continuez à appliquer le programme qui est celui qu'on vous impose et qui vous oblige à aller tuer, parce qu'il faut apprendre la recette qui tue, c'est ça, hein, dans les écoles d'horticulture et d'agriculture, alors que vous savez que ce n'est pas ça qu'il faut faire, évidemment, ça viendra pas le changement ne viendra pas de ceux qui vous font le programme. C'est à vous de le faire. Donc vous le refusez. Et ça a marché dans plusieurs lycées. Donc tout n'est pas perdu. Oui, merci pour votre intervention, moi qui me passionne. Ce matin, j'étais au bord du lac. C'était super. Il faisait très froid. C'était beau. Je me suis promené. Et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, vous le confirmez, mais que nous sommes dans un système où, dans quelques jours, quelques semaines, je ne boirai plus l'eau du lac, parce que des technocrates nous imposent
de mettre dans les 15, je dis 15, oui, captages qu'a notre commune, des produits sous prétexte que notre eau n'est pas la même d'un bout de l'Europe à l'autre. Alors que fleurissent aujourd'hui des petites pancartes sur les sources eau non potable. Et je crois que ce qu'il serait important, avant de vouloir la rendre potable ou l'interdire, c'est de se poser la question, pourquoi elle n'est plus potable alors qu'elle a abreuvé des générations dont je suis l'héritier. Ça c'est une chose. Tout à l'heure, ça m'inquiète un peu, une question qui a été posée. Quand vous dites que vous n'avez pas beaucoup de relations, je dirais, avec des utopistes peut-être qui travaillent sur le même sujet, eh bien moi je crois que votre parole, elle en rejoint d'autres, et il serait aussi intéressant que vous fassiez un effort pour vous rencontrer. Je pense particulièrement à quelqu'un que je connais, qui est venu sur la région il n'y a pas longtemps, qui est un rêveur aussi. Enfin, au moins, il a 20 ans. Il était rêveur, qui s'appelle Pierre Rabhi. Eh bien, je crois que lui et vous, j'aurais adoré un échange. Et je crois que vous vous seriez rencontrés. Mais je crois qu'il nous appartient à nous tous, dans notre sphère. Je regardais sur la télévision une carte sur l'air que l'on respire, je crois que c'est hier. Et je me disais, dans notre Limousin, c'était un des rares endroits où c'était blanc, pour une fois. Pour une fois, c'était blanc, mais positivement. D'habitude, c'est blanc parce que c'est un trou, il ne se passe rien. Mais là, c'est tous les autres qui ont la pollution. Et je me dis, moi, je voudrais bien qu'on le garde, ça. Qu'on le garde. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir d'activité, mais pas n'importe lesquelles, pas n'importe comment. Ça m'ennuie quand ce paysage qui est artificiel, c'est vrai, qu'on les découpe à tour de bras pour couper des Douglas superbes et qui partent en Chine pour fabriquer les meubles que nous rachetons à Ikea, et ça je vous le dis de source sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je crois que là, nous allons dans le mur. J'ose espérer qu'après le mur, il y aura quelque chose, mais ce mur, il faut qu'il tombe. Pourquoi n'y a-t-il pas, et j'arrête après parce que vous avez compris que je me passionne pour ce paysage où j'habite et où on aime et qu'on aime. Pourquoi l'hiver dernier et cet hiver, nous n'avons plus d'oiseaux? Nous n'avons plus. Il y a une très belle exposition dans le hall. Ben, les oiseaux du Limousin, ils se font rares. Et quand on interroge, il y a des raisons. Il y a des raisons. Et je crois que c'est grave. Quand on randonne, on ne voit plus beaucoup d'insectes. Un en particulier, ça nous avait frappé. Tous les jeudis, on marche. Allez, je vais vous dire le mot, c'est le bousier. On appelait ça, quand on était gamin aussi, le mange-merde. On n'en voit plus. Et quand il y en a un, on s'arrête pour le regarder. Et bien, quand on se renseigne, on connaît la cause. Même si nous ne faisons qu'un élevage qui est de bonne qualité, parce que l'on met des produits sur les animaux que l'on traite, ce qui fait que dans leur digestion, il n'y a plus de nourriture pour les insectes, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. Je crois que ce sont ces faits-là qu'il faut qu'on nous cache. Qu'on nous cache. Ceux qui ont des choses à dire ne le crient pas assez. Mais nous devons être, je crois, nous, les porte-paroles et les haut-parleurs. Et dans des communes, c'est difficile de le dire. Bon, j'arrête. Merci. Merci. Alors, je vais reprendre les choses. Je vais commencer par le bousier. Dans une exploitation qui est située entre Saint-Nazaire et Nantes, il y a un éleveur de limousines, bizarrement là-bas, en bio. Et chez lui, il reçoit la visite des entomologistes pour étudier les bousiers, parce qu'il y a des animaux qui peuvent vivre dans ces déjections-là, qui ne sont pas traités. Il n'y a pas d'antibiotiques, il ne les met pas. Il refuse donc, lui, tout ce que lui dit la Chambre d'agriculture, qui veut lui imposer tous les traitements, tous ces produits-là, et les hangars, les tracteurs. Enfin, il nous a raconté, c'était absolument étonnant, à quel point il y a une pression qui vient de ceux qui vendent ces produits-là, bien entendu, et qui passent par la Chambre d'agriculture ou d'autres conseillers. Donc il y a aussi des gens qui sont capables de dire non, pas du tout, on ne va pas faire ça du tout, on va faire autrement, et ça marche très très bien, évidemment, autrement.
c'est très inquiétant quand même qu'une très grande majorité, parce qu'elle est prisonnière d'un système par l'endettement, accepte la prime parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans les primes de la PAC. Donc on est dans le système de la PAC, voir le film de la semaine dernière, Les petits gars de la campagne, là, de se trouver dans un système qui continue à utiliser ces techniques qui sont dramatiques pour tout le monde et pour commencer pour ceux qui les utilisent. Ce sont les premières victimes, ça, il y a 400 suicides par an. Enfin, c'est un drame complètement humain terrible. Il y a les maladies et puis bien sûr l'environnement, donc nous. Ça va probablement cesser du fait que la MSA elle-même s'émeut, vous voyez. C'est trop, quoi. Mais quand même, on est allé très très loin. Boire l'eau du lac pose la question, je refais ça dans l'autre sens, la question des bassins versants, c'est-à-dire que cette eau, oui, vous avez complètement raison, pourquoi c'est pollué ? Pourquoi ça a changé chimiquement ? C'est pas comme ça uniquement un coup de baguette magique, c'est évidemment la question de tout le bassin versant. Puis il y a des choses qui nous échappent parce que ça peut aussi venir par la pluie, par exemple. Il y a de l'eau qui vient d'ailleurs, de loin même. Mais majoritairement, ça vient par l'écoulement local quand même, c'est-à-dire tout ce qui passe dans l'eau à travers le filtre du sol. Si ce sol est pollué, ça se retrouve dans le lac. Donc c'était crucial pour nous de baptiser cette charte « Boire l'eau du lac » parce qu'elle n'intervenait pas seulement dans l'idée sur des aménagements qui sont de l'ordre du jardin, mais dans la gestion totale des bassins versants. Donc ça intéresse forcément l'éleveur de vaches, de brebis. Il y avait quelqu'un, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle, qui lui fait il y a des bio là-dedans. Hein. Il y a des gens qui sont sérieux. Il y a d'ailleurs autour du lac du Vassivière, on n'avait pas relevé énormément de sources polluantes dans l'activité. Bon, la question du Douglas, aujourd'hui, elle revient autrement, parce que ça s'était un peu calmé au moment de la tempête, et l'ONF avait eu une attitude assez précautionneuse, je dirais, même très intelligente vis-à-vis du reboisement. Seulement, il n'y a pas que l'ONF et les forêts domaniales, il y a énormément de forêts privées, qui alors là sont complètement en accord avec ceux qui ont mis la main sur le bois aujourd'hui, et vous avez extrêmement bien raconté ce qui se passe, et c'est assez inquiétant. On refait énormément de boisement avec le Douglas, enfin une culture monospécifique, quoi, ce qu'on peut faire de pire. Hein. Pierre Rabhi, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je le connais, on se connaît, on s'est rencontrés, on s'apprécie beaucoup. Et ça nous arrive, c'est assez rare, mais ça nous est arrivé de nous trouver ensemble. Mais finalement, ce n'est pas forcément nécessaire parce que on dit la même chose, quoi. Enfin non, lui, il est dans l'agroécologie depuis très longtemps et il intervient sur d'autres dimensions. Bien sûr, on peut se compléter de ce point de vue, mais globalement, on a la même pensée, quoi. Voilà. Alors, il n'y a pas que lui. Si on n'était que deux, ça ne suffirait pas. Hein. Marin, peut-être que tu veux dire un dernier mot. D'autres questions. Peut-être que je pense qu'il y aurait toujours d'autres questions. Simplement, on est tenu à des horaires par rapport à la BFM. On ne peut pas trop prolonger. Ce qu'on peut faire, c'est essayer peut-être d'organiser un jour quelque chose avec Pierre Rabhi. Ce serait une très belle idée pour prolonger le débat. En tout cas, merci beaucoup, Gilles Clément. Merci à la salle. Merci à Marin d'avoir animé ce débat. On est très content de vous avoir accueillis si nombreux ce soir. On voudrait juste vous rappeler qu'à la porte, dehors, on va laisser des bons d'adhésion à l'association des amis du centre de Vassivière, pas pour faire de la promotion comme ça, mais pour que ceux qui veulent puissent garder le contact. Et puis ceux qui ne veulent... Bon, vous pouvez prendre de toute façon le tract. Et puis vous verrez qu'en bas, il y a un mail. Ce serait bien que, même si ne vous souhaitez pas vous lier à l'association, vous nous envoyez un mail pour qu'on ait votre mail et qu'on puisse vous tenir au courant des prochaines projections plutôt que l'information soit un peu hasardeuse par des mailings qu'on fait. Donc voilà, prenez le petit tract dehors à la sortie, notez, envoyez-nous un mail, adhérez si vous le souhaitez. Et puis voilà, merci encore Gilles Clément d'être venu, c'était passionnant. Merci.